Alors bonjour à toutes et tous, je vois que ça vient d'un peu partout dans le monde, donc bonsoir pour ceux qui sont en France, bonjour pour ceux qui sont, pour qui c'est encore le début de journée. Effectivement, je suis professeur de mathématiques dans un collège d'éducation prioritaire et formateur. Donc là, c'est ce qui m'occupe le plein temps de mon activité professionnelle. Et donc en parallèle, effectivement, je mène des travaux de recherche dans le cadre d'une thèse de doctorat sous la direction de Sylvain Connac, que certains connaissent peut-être, sur la coopération entre élèves, et je questionne effectivement en particulier les liens avec cette notion d'émancipation dont on va parler essentiellement ce soir. Donc je vais essayer donc de vous partager mon écran de présentation. Voilà. Euh, L'intitulé de l'intervention de ce soir, on a choisi citoyen émancipé point d'interrogation parce qu'on questionnera peut-être cette formulation avec à la fois ce qu'on pourrait penser être un pléonasme, mais qui pourrait aussi apparaître comme une petite contradiction sur certaines considérations de ce qu'on pourrait appeler un citoyen. Et donc nous, ce qui va nous intéresser bien sûr plus particulièrement, c'est dans cette notion d'émancipation, quel est le rôle de l'éducation d'une part, et de la pédagogie de manière un peu plus précise, parce qu'évidemment, ce sont deux champs deux champs de discours un tout petit peu différents, et donc il faudra qu'on précise un tout petit peu ces choses-là. Donc j'ai prévu trois grands temps, plus un petit temps de conclusion, évidemment, et d'échange. Je pense que ce sera intéressant qu'on puisse échanger. Un premier temps dans lequel je vais essayer de définir, en tout cas de caractériser un tout petit peu plus ce qu'on entend par émancipation, parce que c'est un concept un peu flou au départ. C'est ce qu'on pourrait appeler en rhétorique un concept mobilisateur. Ça veut dire qu'on peut, à peu près tout le monde l'utilise pour justifier ses actions, et on verra que c'est utilisé dans des courants de pensée extrêmement diverses et que c'est parfois complètement dévoyé en fait, et qu'il est utilisé pour autre chose que ce qu'il y a derrière ce concept réellement. Donc il faut qu'on clarifie ça parce que en pédagogie en particulier, à peu près tout et n'importe quoi se réclame de l'émancipation des élèves. Et on va essayer de comprendre justement pourquoi des courants de pensée qui peuvent être extrêmement divergents se revendiquent de l'émancipation. On va ensuite parler d'émancipation et d'éducation en mettant en lumière des paradoxes. Est-ce que l'émancipation a vocation à être réellement une finalité de l'éducation? Et ensuite, on va parler d'émancipation et pédagogie. Dans la classe, quelle stratégie possible pour viser cette finalité éducative d'émancipation, d'une part, et dans le cadre de situations d'apprentissage, quel est le rôle de l'émancipation chez les élèves pour qu'ils puissent mieux apprendre? Donc, il y a deux aspects un peu différents mais complémentaires, avant de conclure et d'échanger. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai prévu. Alors, pour commencer, je vous ai mis une question sur laquelle vous allez pouvoir réfléchir 1 à 2 minutes. Si vous aviez à vous positionner, quelle définition d'émancipation vous semblerait la plus pertinente parmi les trois que j'ai affichées? Donc le A, c'est l'émancipation, ce serait une libre entreprise de soi, on dépendrait de personne et on ne devrait rien à personne. La B, ce serait l'obtention par une personne d'une liberté à laquelle elle n'était pas nécessairement destinée. Et la C, ce serait la capacité d'une personne à se diriger elle-même dans le monde. Je vous laisse quelques petites secondes de réflexion individuelle. Si vous voulez, vous pouvez éventuellement mettre A, B ou C dans le chat, hein, si vous voulez. On ne pourra pas prendre toutes les réponses, mais ça permettra de voir un petit peu les représentations de tout le monde là-dessus. Ah, c'est bien, on a les trois réponses dans le chat, donc c'est parfait. OK. Alors, c'était juste pour vous faire réfléchir un tout petit peu et puis vous mettre en appétit là-dessus. Alors, en fait, aucune des trois. C'était un petit peu l'idée. Alors, en fait, la A, la libre entreprise de soi, ne dépendre de personne, ne rien devoir à personne.
effectivement, le mot émancipation, il est utilisé dans les discours, dans cette acceptation-là. On verra que historiquement, elle n'a pas trop de fondement, cette définition, mais que c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une récupération, et en particulier d'une récupération néolibérale du terme émancipation. La libre entreprise de soi, ne rien devoir à personne, ne dépendre de personne, c'est une vision effectivement un peu individualiste des choses, et on verra que ce n'est pas comme ça que s'est construit le concept d'émancipation, mais c'est comme ça qu'il est utilisé, en particulier dans le champ politique actuellement, et qui fonctionne très bien avec la mise en responsabilité de leur parcours pour les personnes, et ce serait entièrement de leur faute si, par exemple, elles ne s'en sortiraient pas. C'est un petit peu l'idée. L'abbé, alors l'abbé, on pourrait y voir quelques notions d'émancipation dedans. En réalité, c'est une définition d'un mot très proche qui est celui d'affranchissement. L'affranchissement, c'est parfois donné par autrui, et ça concernerait que quelques personnes qui auraient accès à un statut, effectivement, qui ne serait pas celui auquel ils étaient prédestinés. Mais du coup, ça suppose que ce statut ne serait pas octroyé à tout le monde de base dès le départ. On serait plus dans le registre de l'exception, en fait, de l'exception individuelle, même si ça pourrait se faire à une échelle importante et qu'on pourrait avoir beaucoup de personnes affranchies. Mais ça, c'est la définition de l'affranchissement, qui est assez voisine, mais on verra qu'il y a des nuances. Alors, la C, qui a été répondue par une majorité de personnes, c'est la définition de l'autonomie que donne Philippe Fauré. Et c'est, alors, on verra qu'il y a des endroits où ces deux notions, autonomie et émancipation, se croisent, mais qu'il y a des différences réelles. En particulier, la capacité à se diriger dans le monde, ça veut dire dans un monde qui est déjà constitué, et donc c'est se mettre en adéquation avec les normes d'un monde déjà constitué. Alors que l'émancipation aurait dans sa construction une transformation du monde. Et donc, en fait, l'émancipation aurait une dimension plus politique que celle d'autonomie. Donc, voilà pour la petite mise en bouche. Alors, une première définition d'émancipation, je reprends celle de Philippe Fauré et j'expliquerai peut-être un peu plus en détail et je détaillerai en tout cas la conception sur laquelle je travaille. L'émancipation, ce serait un processus par lequel une personne se libère, donc ça veut dire une action de la personne elle-même, d'un pouvoir qui la maintient sous tutelle. Alors, il y a une petite réflexion dans le chat qui était intéressante. Effectivement, l'émancipation, elle a aussi une portée juridique. Là, c'est très différent. Là, ce dont on parle en éducation, l'émancipation, elle est dans son acceptation métaphorique. Et donc là, l'émancipation, elle vient de la personne elle-même. Et donc, en fait, pour qu'il y ait émancipation, il faut aussi qu'il y ait une tutelle. Et on verra donc pourquoi, justement, l'éducation, elle est intéressante pour ça. Donc, il y a nécessairement tutelle à un moment donné et sortie de cette tutelle. Et c'est, en partie, en tout cas, une action de la personne elle-même. Alors, pour préciser un petit peu les choses et pour comprendre un petit peu les débats qui peuvent agiter l'éducation actuellement, je reprends là les travaux de François Galichet. Il y a 3 grandes figures historiques de l'émancipation. Ce sont des figures que je qualifierais d'univoques. Ça veut dire que le pouvoir dont on souhaiterait se libérer a été ciblé différemment selon différentes grandes périodes historiques. La première période, c'est l'Antiquité. Et là, il s'agissait d'un accès à la maîtrise de soi. Et le pouvoir qui maintient sous tutelle, le pouvoir dont il faudrait se libérer, c'est la passivité, la dépendance, ce qu'on qualifierait de pathos en réalité. Et donc là, on va plutôt l'acquérir par une exigence éthique. Et donc le citoyen dans l'Antiquité, alors
au début de l'Antiquité, l'émancipation n'existe même pas, on ne se pose pas la question. Ça vient qu'un peu plus tard dans l'Antiquité, dans la période hellénistique en particulier. Et donc là, on n'est pas seulement émancipé parce qu'on sort de son statut d'esclave, mais parce qu'on atteint une éthique personnelle de maîtrise de soi. Donc ça, c'est la première figure historique de l'Antiquité. Elle a probablement moins d'influence aujourd'hui que les deux suivantes, et en particulier la deuxième, qui est la figure d'émancipation qui est liée aux Lumières, et qui a, en tout cas en France, c'est peut-être pas le cas partout dans le monde, mais en tout cas en France, une grande influence sur l'école. Et cette idée d'émancipation, elle est liée au courage d'accéder à la raison. Et donc là, les pouvoirs desquels il faudrait se libérer, ce serait davantage l'ignorance, l'obscurantisme, les croyances. Et à cette époque en particulier, ce qui est combattu, c'est le poids de la religion vis-à-vis de l'émancipation. Et donc, comment on s'émancipe selon les Lumières? Eh ben, en ayant le courage de se servir de son entendement et donc d'avoir accès à la connaissance. Et donc là, c'est la grande figure historique, c'est Kant, en fait, en réalité, à cette période-là. Et quand je disais tout à l'heure, c'est proche parfois des définitions de l'autonomie. En fait, on est très proche de l'autonomie intellectuelle, de ce que Philippe Fauré appelle l'autonomie intellectuelle. Donc ça, c'est la deuxième grande figure historique de l'émancipation. Et on comprend tout son poids aujourd'hui, notamment quand on parle d'école, puisque l'idée, c'est de faire accéder alors, les élèves, quand on est dans le cadre scolaire, à la connaissance. Et on verra que ça correspond à une stratégie bien identifiée d'émancipation. Alors, cette figure-là, elle a été en partie critiquée un peu plus tard, au XIXe siècle, où l'émancipation va prendre une autre tournure. Dans un monde qui se mondialise, justement, et dans un monde où on prend davantage conscience des inégalités. Et davantage conscience que l'accès au savoir ne suffit pas justement à sortir des phénomènes de domination et peut-être encore plus de ce qu'on appelle l'aliénation. Et là, on comprend assez vite que la figure là, du 19e siècle, ça va être Marx, avec cette notion d'aliénation. Et donc là, le pouvoir duquel on devrait se libérer, là, ce sont les dominations, justement. Et ça va passer par la lutte collective. Dans le 19e siècle, la figure d'émancipation, elle est davantage liée au mouvement ouvrier, aux luttes collectives. Et il y a des auteurs comme François Galichet qui parlent même d'un sujet collectif, c'est-à-dire on émancipe tout le monde ou personne. On sort complètement il y aurait émancipation que si on arrive à sortir complètement des rapports de domination, des rapports de classe. Donc ça, ce sont les trois grandes figures d'émancipation historiques qui vont nous intéresser. Alors, Excusez-moi, oui. est-ce que, moi je pense à un mot, la codépendance ou dépendance, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le contraire de l'émancipation et l'inverse, le contraire de codépendance ou dépendance tout court? Alors, pas tout à fait. On verra tout à l'heure justement que, alors codépendance, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais que pour qu'il y ait émancipation, et je vais le décliner tout à l'heure, je vais plutôt moi parler de reconnaissance mutuelle. Et donc, on ne s'émancipe qu'avec les autres, en réalité. Donc, ce ne serait pas tout à fait le contraire de la codépendance. En revanche la dépendance permanente à une tutelle, par contre, là, irait à l'encontre de l'émancipation. Une codépendance, c'est probablement assez différent parce que les êtres humains dans leur ensemble codépendent entre eux naturellement. Donc, je serais bien embêté de dire que c'est le contraire parce que je travaille justement sur les liens entre coopération et émancipation. Sauf que l'émancipation, ça a une connotation positive. Quand quelqu'un est émancipé, on le voit, on pense aux choses positives, mais codépendance, c'est plutôt négatif. Oui, ça a une connotation plutôt négative. C'est pour ça Voilà. que on parlera davantage de reconnaissance mutuelle que de D'accord. codépendance.
D'accord, très bien, merci. Alors, donc ces grandes figures historiques, je les ai qualifiées d'univoques parce qu'en en fait, on ciblait un pouvoir qui maintenait sous tutelle et finalement, du coup, les stratégies d'émancipation étaient relativement simples. Euh, Là, on est dans une période, grosso modo, depuis le milieu du XXe siècle, où ces phénomènes de pouvoir univoques ne tiennent plus. On est dans une période qu'on qualifie de postmoderne souvent. Alors, le terme, il est peut-être un petit peu compliqué, mais en fait, ce qui le caractérise, c'est la montée de l'individualisme, c'est la fin des grandes idéologies, et en particulier quand on pense à l'émancipation collective et à l'abolition totale des rapports de classe, ça pose question. C'est aussi caractérisé par un éclatement des sources des dominations. Avant, on arrivait facilement à cibler des sources de domination. Maintenant, c'est beaucoup plus diffus. On va dire que c'est le système, par exemple. Avant, on pouvait avoir des sources de pouvoir clairement identifiées. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Et la dernière caractéristique qui nécessite une réinterrogation, c'est la modification du rapport au savoir. On a pris conscience que le savoir est en constante évolution, et c'est encore plus vrai maintenant. Et donc, le fait d'avoir accès à une culture déjà établie ne suffit pas, puisque le savoir est en constante évolution, justement. Et donc, ça nécessite une réinterrogation. Alors, le petit modèle qu'on propose, et je m'appuie aussi sur, en particulier d'abord sur les travaux de François Galichet, dont je vous recommande l'ouvrage d'ailleurs, euh, de voir l'émancipation comme une agrégation des figures historiques. Ça veut dire de considérer que l'émancipation contient à la fois un accès à la maîtrise de soi, contient à la fois un accès à la connaissance pour sortir des phénomènes de croyance, d'obscurantisme, mais contient aussi cette dimension politique qui est liée aux luttes collectives du XIXe siècle. Et donc qu'il y aurait aussi dans l'émancipation la fin des aliénations et des dominations. Donc une agrégation de ces figures historiques, parce qu'en réalité, elles se sont construites en opposition parfois les unes par rapport aux autres, mais en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'elles ont essentiellement pointé les manques des figures précédentes. Le deuxième point, c'est de considérer l'émancipation comme des prises de pouvoir localisées. Et c'est lié essentiellement à ce qu'aujourd'hui on appelle parfois l'empowerment ou le pouvoir d'agir. On a du mal à le traduire en français. Et il y a toute l'influence là des luttes un peu plus localisées dans des contextes précis qui sont liés, par exemple, aux luttes raciales aux États-Unis, aux luttes féministes, et qui apportent donc cette dimension plus locale. Ça veut dire qu'on s'émancipe dans des contextes précis, dans des groupes sociaux précis. Et ça va être important pour nous en pédagogie, du coup, parce qu'on va chercher ces prises de pouvoir localisées pour les élèves. Plutôt que de viser de manière un peu utopique, en réalité, une horizontalité des rapports sociaux. Et le troisième point, c'est de considérer l'émancipation comme un processus de subjectivation, donc de construction d'un sujet. La subjectivation, c'est la prise de conscience de soi, de sa subjectivité, de sa capacité à devenir auteur de ses actes, de son environnement, et donc en lien avec les autres. Ce qui permet de réconcilier les deux dimensions de l'émancipation, celle individuelle et celle collective. On voit parfois dans la littérature sur l'émancipation des orientations parfois très individuelles de l'émancipation, en particulier quand il s'agit d'avoir accès à la connaissance, et des conceptions qui sont très collectives, on pourrait parfois qualifier d'émancipation sociale, où là, on aurait une abolition des rapports de domination. La subjectivation, elle permet en partie de réconcilier ces deux aspects. Alors ça, c'est la définition un tout petit peu plus détaillée de l'émancipation, mais elle résume en fait ce que je viens de détailler, qui serait donc la construction d'un sujet, qui serait libéré des déterminismes, à la fois sur soi, mais aussi sur les autres, des préjugés sur lui et son environnement, donc des états de tutelle, des emprises. Et ça passerait par une prise de conscience de soi
et de sa capacité à être auteur de sa transformation et de celle du monde en lien avec les autres. Le tout, et là ça s'accroche au mouvement du 19e siècle, dans une perspective d'égalité. Il y aurait donc dans l'émancipation une question de justice sociale. Donc voilà un petit peu pour les clarifications sur la notion d'émancipation de manière un peu rapide. Donc j'espère que ça permet de clarifier par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur l'émancipation. On va passer à émancipation et éducation maintenant. Avec une question, c'est est-ce que finalement l'éducation a vocation à émanciper? Alors d'abord, on pourrait pointer, moi je pointerais un double paradoxe. Quand on regarde un petit peu les définitions de l'éducation, on voit que c'est avant tout une transmission et qu'il y a dans l'éducation la transmission d'un monde, d'une culture déjà établie pour permettre à des jeunes de s'intégrer. Voilà. Et donc, ça amènerait peut-être davantage d'ailleurs vers l'autonomie que l'émancipation, cette idée-là. La transmission d'un monde déjà établi. Le deuxième élément, c'est que finalement, l'éducation, c'est une mise sous tutelle. Et donc, ça pourrait apparaître presque comme en contradiction avec ce qu'on a dit de l'émancipation. Il s'agirait donc d'intégrer dans un monde déjà établi et l'éducation serait une action sûre, donc nécessiterait cette tutelle. Daniel Hamlin parle de fonction attestataire de l'école. Donc, voilà. Est-ce que l'éducation a vocation à émanciper? Alors, en réalité, si on s'y penche un petit peu plus, bien sûr que ces paradoxes apparents ne sont qu'apparents. Parce que oui, l'émancipation a vocation à être une finalité éducative. D'abord, je reviendrai sur la question de la tutelle, qui est en réalité une responsabilité éthique en éducation. Et là, je reprends ce que Paturé a écrit sur cette idée-là, qui se justifierait en fait par l'inachèvement de l'homme. L'homme naîtrait inachevé et il y aurait nécessité du coup à l'éduquer en utilisant cette responsabilité éthique en éducation. Et quand on a défini l'émancipation, c'est un processus de sortie d'un état de tutelle. Ça veut dire donc bien dire qu'il y a nécessité qu'il y ait une tutelle préalable. Et donc la tutelle éducative, elle se justifie pleinement à partir du moment où elle se fait de manière éthique. Et il n'y aurait donc pas de contradiction entre usage d'une autorité éducative, là je renvoie aux travaux de Bruno Robb, et l'émancipation, à condition que ce soit une autorité éducative. Et je reprendrai ensuite la métaphore de Daniel Hamlin. Alors, Le domestique et l'affranchi, c'est le titre de son ouvrage qu'il a écrit maintenant il y a longtemps, puisqu'il date de 1977. Alors, du coup, le mot affranchi, il n'est pas tout à fait celui qu'on cherche, mais la métaphore de Daniel Hamlin, elle est celle-ci. Ce serait de dire qu'il y aurait une tension dans l'éducation qui serait une conjugaison d'une fonction dont on a parlé tout à l'heure, qui serait attestataire, donc de transmission d'une culture déjà établie qui permettrait de s'intégrer, et une fonction contestataire, c'est-à-dire d'outiller les élèves en capacité d'avoir une critique, une perspective critique sur le monde qui les entoure. Et c'est tout le défi qui est le nôtre en pédagogie en réalité, parce que c'est ça qui est compliqué. Et donc cette tension, elle serait justement au cœur de la pédagogie. On parlait tout à l'heure de la construction d'un sujet. La construction d'un sujet politique, elle est pour le coup, c'est un vrai danger en éducation. Si on se réfère aux travaux d'Hannah Arendt, par exemple, il y aurait une coupure nette à laquelle on deviendrait, pour le coup, un sujet politique. Et surtout pas avant, parce qu'il y aurait des risques de manipulation. Mais là, en fait, on se place sur un champ politique. Quand on se place sur un champ pédagogique, c'est assez différent, parce qu'on va justement essayer de faire advenir ce sujet politique tout en se gardant et en se prémunissant des manipulations possibles. C'est là toute la difficulté. Donc, émancipation et pédagogie maintenant. Alors, il existerait, alors évidemment, quand on essaie de catégoriser les choses, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on essaie de mettre des choses dans des cases. On va essayer de le faire quand même parce que ça aide à penser.
il y aurait 3 grandes stratégies possibles d'émancipation qui vont nous servir en pédagogie. La première, ce serait une stratégie rationaliste, qui est qualifiée de modèle mimétique. Alors ça, c'est le modèle qui est adossé à la figure des Lumières, en réalité, qui a relativement irradié le système scolaire français, en tout cas. Alors, le modèle rationaliste, donc, il est issu des Lumières, et si on devait donner une grande figure en éducation, ce serait Condorcet. Il s'agirait donc de transmettre des savoirs établis, d'éclairer les hommes par la raison. Et donc, en fait, le sujet qui sera émancipé, il serait déjà pris dans un réseau qu'on aurait défini à l'avance pour lui. Ça veut dire qu'on définirait à l'avance un chemin pour l'émanciper. Et donc, les hussards noirs, si on pourrait dire ça comme ça, donneraient le savoir à des élèves, et grâce à ce savoir, ils s'émanciperaient. C'est pour ça qu'on qualifie ça de modèle mimétique. C'est le modèle qui est quand même assez dominant en pédagogie, dans en tout cas ce qu'on pourrait qualifier de pédagogie traditionnelle, telle que pourrait la concevoir Jean Housset, par exemple. On les guide pour qu'ils soient émancipés. Voilà, il y aurait alors une sorte de guide, en tout cas, et de transmission un peu verticale des choses, et que l'accès à la culture permettrait de s'émanciper. Alors évidemment, cette conception, elle a été fortement critiquée, en particulier dans les pédagogies alternatives, qui ont critiqué ça et qui justifient en tout cas cette critique par plusieurs éléments, hein. En particulier le fait que l'accès à la culture, à la connaissance, n'a pas empêché toutes les barbaries du XXe siècle, par exemple, n'a pas empêché non plus la construction d'un monde extrêmement inégalitaire, et donc ça justifie d'autres stratégies d'émancipation. Alors, la deuxième, c'est la stratégie libertaire, qu'on qualifie de modèle réaliste. Les 2 grandes figures qu'on pourrait associer à ce modèle, c'est Paulo Freire et la figure de Joseph Jacotot, qui est développée par Jacques Rancière. Alors, en réalité, là, le modèle réaliste, il porte bien son nom, ce serait de faire prendre conscience, on parle de conscientisation, des inégalités en contexte réel, prendre conscience des inégalités, problématiser ces inégalités et lutter contre ces inégalités en contexte réel. Ça, c'est une stratégie pédagogique qui est utilisée. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la fois Paulo Freire et la figure de Jacotot est utilisée en particulier avec des adultes. Pour Paulo Freire, pour lutter contre l'analphabétisme au Brésil, en Amérique du Sud. Et donc, ce modèle réaliste, il peut se justifier pleinement dans cette volonté d'émanciper. Donc là, on cherche à faire prendre conscience des inégalités et on souhaite postuler l'égalité dès le départ. Alors, en pédagogie, dans un contexte scolaire, il me semble que le 3e modèle dont je vais parler est plus adapté parce qu'il permet de se prémunir contre d'éventuelles dérives d'un modèle réaliste pour des élèves. C'est ce qu'on pourrait qualifier de stratégie constructiviste, alors qui n'est pas tout à fait à entendre comme la théorie de l'apprentissage qui est développée. C'est pour ça que j'aime mieux parler de modèle analogique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire l'analogie dans un système scolaire entre la vie réelle, mais en permettant de la vivre dans ce qu'on appelle des dispositifs. Et donc, en fait, on va créer des mondes artificiels pour que les élèves puissent faire des expériences de prise de pouvoir localisée. La figure principale de cette stratégie, c'est les pédagogies freinées. Et donc, Célestin Freinet et Élise Freinet en particulier, qui fonctionnent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des dispositifs pédagogiques qui vont permettre aux élèves de se situer comme auteurs justement de leurs actes. Je prends des exemples de dispositifs. Le texte libre, par exemple, les conseils d'élèves dans lesquels ils vont pouvoir faire des prises de pouvoir, mais aussi l'usage, par exemple, de plans de travail peut très bien faire office de dispositif. Et en fait, le pari qui est fait par cette stratégie, c'est que les prises de pouvoir qui sont faites par les élèves dans les dispositifs, les capacités qui y sont développées, d'autorisation de soi-même, de prise de pouvoir collective avec les autres, vont pouvoir plus tard se transférer
une fois que le sujet politique sera advenu. Et donc, en fait, ces pédagogies ont pour finalité éducative le faire advenir des citoyens éclairés, critiques et capables de combattre les injustices sociales. C'est effectivement tout l'objet de ces pédagogies issues pour beaucoup du courant de l'éducation nouvelle, même si là, c'est une nébuleuse qui est beaucoup plus vaste. Et donc, ça nous donne des pistes pédagogiques, ce modèle-là, parce que ça suppose donc de faire prendre le pouvoir aux élèves à certains moments. Donc, c'est ce que je viens de décrire ici, hein, je ne reviens pas dessus. Hop. Alors, je passe sur ça pour aller à l'essentiel ici. Donc, à partir d'une revue de littérature à la fois sur la philosophie, les idées pédagogiques, même la sociologie, donc j'ai essayé dans mon travail de décrire quelles pourraient être des expériences de prise de pouvoir localisées justement qui seraient caractéristiques de l'émancipation. Et je les ai déclinées comme ça sur 4 dimensions. Intellectuelle d'abord, avec la capacité à construire ses connaissances continuellement. Alors, construire ses connaissances, ce n'est pas construire son savoir. Construire ses connaissances, ça veut dire intégrer un savoir déjà établi avec l'aide justement de la tutelle d'un maître. Faire preuve d'esprit critique, de pensée non dogmatique, donc de savoir accepter les points de vue d'autrui. Là, je vous renvoie aux travaux de Daniel Favre, hein, je ne détaille pas. Faire preuve d'une curiosité épistémologique, ça veut dire se poser la question de d'où viennent les savoirs. Ça, c'est extrêmement intéressant pour s'émanciper. Une dimension sociale avec tout ce qui est sorti des déterminismes, la fin des dominations, des logiques de non-exclusion aussi dans les dispositifs pédagogiques et de reconnaissance mutuelle. Alors, je prends un exemple, hein, les logiques de non-exclusion en pédagogie, c'est important parce qu'on a parfois tendance à faire des dispositifs ad hoc, justement, où on va externaliser la difficulté, qui peuvent être ces dispositifs vécus comme extrêmement stigmatisants pour des élèves. Donc ça, c'est des pistes pédagogiques pour nous. Une dimension politique avec des agirs collectifs pour l'égalité de tous, des postures d'alliance et d'engagement. Et là, c'est parfois lié à l'éducation à la citoyenneté, effectivement, dans le domaine scolaire. Et une dimension plus existentielle, ça veut dire un processus d'autorisation personnelle. Ça veut dire s'autoriser à. Et on a aussi beaucoup ça, des élèves qui ne s'autorisent pas dans nos classes. Et donc, réussir à avoir des dispositifs pédagogiques qui permettent l'autorisation des élèves, c'est extrêmement intéressant. Alors, là, je viens donc de parler donc de l'émancipation comme finalité éducative, mais dans les prises de pouvoir localisées qu'on va faire en classe, nous, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est qu'elles se fassent sur les situations d'apprentissage. Et donc, il y a un petit peu les choses vont un peu dans les deux sens. Ça veut dire que les prises de pouvoir localisées dans les situations d'apprentissage, elles vont rejaillir sur les capacités transférables pour le futur citoyen émancipé, mais elles vont aussi faciliter les apprentissages qui restent un objectif pour nous, en l'occurrence, encore plus localisé en tant qu'enseignant. C'est-à-dire qu'on cherche à faire apprendre les élèves. Et c'est pour ça que cette idée d'émancipation, elle est, selon moi, liée à ce qu'on pourrait appeler une posture d'auteur de ces apprentissages. On parle beaucoup d'élèves acteurs de ces apprentissages. Là, il y a un petit pas de côté quand on place l'élève comme auteur de ces apprentissages. Parce qu'en fait, un acteur, il réalise, il joue un scénario qui a été prévu à l'avance. Donc, on serait davantage dans un modèle mimétique d'émancipation. Un auteur, c'est très différent. Il prend le pouvoir. Et donc, la posture d'auteur de ces apprentissages, elle est intéressante. Alors, j'ai essayé de la décliner à partir de grands mots que je vous ai affichés, hein, mais en essayant de détailler un tout petit peu les choses. Quand on est auteur, on crée. Et donc, ça veut dire qu'on sait se situer à l'origine de ces actes. Et donc, pour nous, pédagogues, c'est réussir à faire placer les élèves à l'origine de leurs actes, ce qui n'est pas simple. On crée continuellement ses connaissances, ses propres procédures d'apprentissage, et aussi on ose proposer ses opinions. Donc, c'est aussi des pédagogies qui vont essayer de donner la parole aux élèves. On cherche, du coup, par là, à créer le désir, en particulier le désir d'apprendre, qui est différent du désir de savoir. Le désir d'apprendre, c'est justement surseoir au désir de savoir pour faire l'effort d'aller vers des apprentissages qui demandent, pour le coup, un effort. Et donc là, le désir, c'est la perception d'un manque, savoir choisir ses buts pour les élèves et de réussir à mettre des moyens en adéquation.
On a ensuite l'engagement, donc qui va relever de la ténacité, de l'application, de la rigueur, du sérieux et de la prise d'initiative. Donc là aussi, pour les dispositifs pédagogiques, ça nous donne des pistes. La responsabilité, qui là, du coup, vient être amener un supplément par rapport à l'élève acteur, parce qu'il est responsable. Et quand on est responsable, on doit répondre de ses actes, on doit réguler ses actions. Il y a donc dans cette posture une idée de régulation, c'est-à-dire aider l'élève à réguler ses propres actions. Et donc, quand on met les élèves en responsabilisation, par exemple, sur un plan de travail, on essaie de provoquer ces éléments-là. La responsabilité, c'est aussi être reconnu par les autres. Donc, c'est lié à la reconnaissance mutuelle. Et quand on est auteur, on n'est jamais auteur que parce qu'on est reconnu auteur aussi par les autres. C'est aussi faire prévaloir parfois des intérêts collectifs à des intérêts individuels, et c'est prêter des attentions aux autres. Et enfin, la posture d'auteur des apprentissages, elle nécessite ce qu'on appelle la secondarisation. Ça veut dire réussir à percevoir les objectifs d'apprentissage qui sont cachés derrière les tâches scolaires. Un élève qui est auteur de ses apprentissages, il doit réussir à savoir faire ça. Ça le distingue aussi parfois de l'acteur, de l'élève acteur, qui peut être très bien actif, réaliser les tâches, sans percevoir le sens des apprentissages. C'est d'ailleurs une critique qui a été faite à toutes ces pédagogies de l'autonomie, en réalité, par toute la sociologie critique. Et donc là, dans la posture d'auteur, il me semble qu'il y a une réconciliation entre ces pédagogies qu'on pourrait qualifier de pédagogie de l'autonomie, de la responsabilisation, et les objectifs d'apprentissage. Alors, je vais conclure du coup sur ces apports avec d'abord une première question. Avec ce qu'on a dit, citoyen émancipé, est-ce bien compatible? Alors, tout dépend ce qu'on entend par citoyen. Ça peut être un peu délicat. Parce que le citoyen, ça pourrait parfois être défini comme celui qui est au service de l'État. Et il y a parfois des visions d'éducation à la citoyenneté qui peuvent être ce qu'on pourrait qualifier de catéchisme républicain en réalité, voilà. Et de se mettre en adéquation avec un système déjà établi. Est-ce que le citoyen a vocation à systématiquement remettre en cause le système établi? Ce n'est pas certain. Alors, par contre, quand on parle de citoyen en démocratie, là, pour le coup, c'est compatible, à mon sens, avec l'émancipation, puisqu'un citoyen serait membre d'une communauté politique organisée, voilà, membre d'un État démocratique. Et donc là, par les institutions démocratiques, pourrait avoir vocation, effectivement, à s'émanciper des normes citoyennes qui peuvent être posées. Et pour autant, s'émanciper, ce n'est pas non plus ne devoir rien à aucune loi commune. Au contraire, c'est accepter les lois communes, mais aussi les créer, ces lois communes. Excusez-moi, pourquoi on n'a pas mis adulte émancipé ou bien tout court personne émancipée? Alors, parce qu'on est dans la semaine de la citoyenneté et du coup, on posait la question de la citoyenneté. Non, en réalité, effectivement, il y a un fort lien entre, à mon sens, émancipation et démocratie, qui serait presque un autre sujet. Alors, une démocratie peut être, au sens de John Dewey, davantage que une démocratie comme organisation politique établie et figée. Voilà. Avec plutôt l'idée que, justement, dans la démocratie, les citoyens ont vocation à rediscuter ces normes et ces lois. Mais effectivement, ce qui est intéressant, du coup, c'est que, dans ce que vous dites, c'est que tout le travail pédagogique d'émancipation, il n'a de sens que si on voit la finalité d'émancipation et du sujet politique qu'à l'âge adulte. Sinon, on s'expose vraiment à des dérives de manipulation des élèves. Et dernier élément de conclusion, donc, ce serait de parler, plutôt que de parler de pédagogie active, de parler de pédagogie de l'autorisation. Alors, je reprends le terme à Christian Budek, je crois, qu'il a utilisé dans sa thèse sur la fraternité et les discussions à visée philosophique. Ça veut dire à la fois des pédagogies qui permettraient à chacun de s'autoriser et de se positionner comme à la fois auteur de ses apprentissages et auteur de sa propre transformation et de sa vie future. Et donc, ces pédagogies passeraient par le modèle que j'ai décrit tout à l'heure, de création de dispositifs comme sorte de modèles réduits dans lesquels les élèves pourraient faire l'expérience de prise de pouvoir localisée sur eux-mêmes et leur environnement.
Voilà pour la conclusion. Et donc, comme ça, il nous reste un petit peu de temps pour discuter et échanger à partir de ça. Alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors, évidemment, c'est une approche un peu théorique des choses. Hein. Là, le discours, il se situe à la frontière entre l'histoire des idées pédagogiques et la philosophie de l'éducation. Justement, j'ai noté une question là, quand vous avez parlé de la curiosité épistémologique. Oui. Nous, en SVT, ça correspond à l'histoire des sciences. En particulier, oui, c'est un champ particulier de l'épistémologie, l'histoire des sciences. Donc, ça peut effectivement, ça peut venir de là. Ça veut dire que on peut travailler la curiosité épistémologique par l'histoire des sciences, par exemple, mais pas nécessairement que par l'histoire des sciences. Hein. Mais effectivement, c'est une bonne entrée. Et les discussions à visée philosophique, par exemple, peuvent très bien jouer ce rôle-là aussi. Parce que bon, bah, je ne sais pas comment fonctionnent tous les systèmes scolaires au monde, mais en tout cas en France, la philosophie, elle n'intervient que très tard dans le cursus. Et or, la philosophie, elle a vocation justement à interroger le sens des savoirs, l'origine des savoirs. Et donc, les discussions à visée philosophique et démocratique, telles qu'a pu les présenter Sylvain peut-être juste avant, sont très, très intéressantes, à mon sens, comme dispositif pédagogique qui permettent ces expériences-là de devenir curieux, de se questionner sur le monde, sur les savoirs. Donc, c'est effectivement très intéressant. Oui, bonsoir. Merci tout d'abord, Guillaume, à propos de cette formation. Une question m'est venue à la tête, c'est les limites de l'émancipation vis-à-vis du cadre pédagogique ou bien scolaire. Les limites. Alors, la question est intéressante parce qu'il y en a, à mon sens. On a vu que derrière l'idée d'émancipation, il y a quand même une question éminemment politique. Et c'est pour ça que les limites, elles sont là, à mon sens. Et c'est pour ça que, alors, plutôt qu'une limite, pour moi, c'est une tension qu'on doit essayer d'avoir à l'esprit et pour ne pas transformer la volonté d'émanciper dans une finalité éducative en manipulation politique des élèves. Et c'est pour ça que c'est quelque chose, à mon avis, qui est pas simple dans le champ éducatif. D'ailleurs, ces pédagogies de l'émancipation, elles sont souvent défendues par des militants. Voilà. Et donc, la limite, elle est là, à mon avis, elle est plutôt sur la question de l'émancipation dans son champ politique, de la prise de conscience parfois des inégalités, parce que quand bien même on fait des prises de pouvoir localisées dans des dispositifs sécurisés, hein, pédagogiques, ça peut toujours être un danger, ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a, à mon sens, en pédagogie, toute l'importance du cadre sécurisé, et en particulier dans ces pédagogies que j'ai prises en exemple tout à l'heure par rapport au modèle que j'ai défendu, tout ce qui est institution de classe, qui permettent justement d'avoir des espaces de médiation dans les relations interpersonnelles, dans la manière dont on va organiser le travail, qui vont justement permettre de ne pas, en tout cas de moins personnaliser dans une classe les rapports sociaux, par exemple. Le conseil coopératif en est un exemple. Voilà. Il permet une libération de la parole dans un cadre sécurisé et qui permet de faire ces prises de pouvoir localisées. Voilà. Et donc, la limite, elle est là, à mon sens. Elle est vraiment dans la frontière entre ce qui relève du champ pédagogique et ce qui va relever du champ de l'éducation, et en particulier de la finalité éducative, et là, qui ne pourra advenir, en tout cas pour ces questions-là, en fait, qu'à ce qui a été fixé comme étant la fin de toute entreprise éducative, c'est la majorité. On n'éduque plus quelqu'un qui est majeur, en réalité, parce que sinon, on le manipule. Voilà. C'est lui qui décide d'apprendre par lui-même. Là, c'est tout autre chose. Donc, la limite de l'émancipation, elle est là. Et c'est surtout à ça qu'il faut faire attention. Et en fait, toute la pédagogie, elle n'est que tension entre des éléments contradictoires. Et là, ça en fait partie. C'est bien clair. Merci. Alors, Guillaume, vous avez une question dans le chat. Comment l'élève peut
s'autoriser dans sa classe? Alors, oui, ça rejoint une question qui a été posée précédemment, une question comment peut se faire l'application. Alors, à mon sens, il y a un premier élément. Le premier élément, c'est d'instituer l'élève comme auteur. Ça veut dire que là, c'est l'enseignant qui choisit de mettre en place des dispositifs dans lesquels l'enfant, l'élève, va pouvoir être auteur. Alors, les dispositifs qui permettent ça, il y en a hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Le conseil est une possibilité, le plan de travail en est une autre. La coopération entre élèves, par exemple, sur lequel je travaille, donc je vais en parler un tout petit peu, c'est une autre possibilité. Là, ça en fait partie. Alors, ça prend plein de formes, la coopération entre élèves. Mais par exemple, quand on parle de travail en groupe, il s'agit de donner aux élèves une situation problème pour lesquels ils n'ont pas tous les éléments pour pouvoir y répondre. Donc, on va créer le manque dont je parlais tout à l'heure. Et donc, en donnant une situation problème, on va donc confronter l'élève à ses manques individuels. On va les mettre en groupe, ensuite, dans une phase en groupe, sur lesquels ils vont pouvoir confronter leur point de vue. Et là, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure, savoir donner son opinion, ne pas être d'accord, avoir des pensées non dogmatiques et percevoir collectivement des désaccords. Et donc, un manque, se créer donc des buts d'apprentissage, ce qui est en fait totalement lié au désir d'apprendre, pour que l'enseignant ensuite puisse apporter, là pour le coup, faire l'apport de connaissances, mais qui va venir en réponse à tout ce processus préalable, qui va tenter de placer l'élève comme auteur de ses apprentissages. Ça, c'est un exemple. Le plan de travail qu'on utilise un peu plus tard dans la séquence didactique, quand on va travailler les automatismes et la mémorisation, on va par exemple mettre en place de l'aide, de l'entraide et du tutorat. Et là, on va activer la reconnaissance mutuelle, on va activer le souci des autres, on va aussi activer des déblocages par rapport au savoir qui vont permettre à des élèves de s'autoriser. Et par exemple, un élève qui n'aide jamais, qui va être autorisé, qui va s'autoriser une première fois à aider ses camarades parce que dans le fonctionnement pédagogique de la classe, tout le monde a le droit d'aider. Vous pourrez observer ces phénomènes-là et vous les avez peut-être déjà observés. Ça provoque quelque chose d'extrêmement intéressant, à mon sens, chez les élèves. Ils s'autorisent. Ils deviennent importants aux yeux des autres, aux yeux d'eux-mêmes. Et donc, ces dispositifs pédagogiques-là, qui instituent l'élève comme auteur, permettent potentiellement, je dis bien potentiellement, aux élèves de pouvoir faire ces expériences de prise de pouvoir localisée. Après, il faut se méfier, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Et ça nécessite régulation, institution, etc. Et alors, c'est un peu tout mon travail de recherche actuel, c'est d'essayer de comprendre justement, est-ce que réellement la coopération, concrètement, qu'est-ce qui favorise le fait que les élèves vont se positionner comme auteurs ou justement, qu'est-ce qui va faire frein à ça? Donc là, il y a encore plein de questions qui restent en suspens là-dessus, hein, sur ces questions-là. Mais les pistes, elles sont là. C'est des dispositifs qui permettent d'instituer les élèves comme auteurs. Excusez-moi, et qu'en est-il de l'émancipation du professeur? Là, on parle d'émancipation des élèves, mais l'émancipation du professeur dans ses pratiques, parce que je sais que les pratiques ne sont pas, ils sont souvent sous plusieurs influences, et donc ça crée certains enfermements. Alors, là, c'est un tout petit peu différent du coup, Oui. parce qu'on n'a pas les tensions qu'on a vis-à-vis de la responsabilité éthique qui est la nôtre en éducation. Alors, à mon sens, par contre, elle se rejoint sur l'idée aussi d'être auteur de ses propres pratiques. Alors là, par contre, ça rejoint d'autres tensions, parce que se positionner comme auteur de ses propres pratiques, c'est parfois s'affranchir de certaines normes. Alors, les normes professionnelles, elles viennent de champs extrêmement divers. Il y a les normes professionnelles qui sont celles qui nous sont imposées par la loi, Oui. par les programmes. A priori, on n'a pas tellement à s'en affranchir. Oui. Par contre, les moyens pour les mettre en œuvre, là, on a quand même une marge importante. Mais il n'empêche que les normes, elles sont parfois des normes qu'on peut qualifier des normes intermédiaires. Des normes intermédiaires qui viennent, par exemple, des formations, qui viennent des corps d'inspection, qui viennent des manuels, parfois aussi, donc qu'on s'auto-impose. Et qui viennent parfois aussi de la culture professionnelle, en fait, qui est installée. Hein.
ou de décision d'équipe pédagogique. Ou de décision d'équipe pédagogique, mais à mon sens, il n'y a pas incompatibilité entre s'émanciper soi-même et réussir à faire partie d'un collectif. Voilà. Bon, alors, ce n'est pas toujours simple, hein, ça nécessite parfois de faire des compromis, mais il me semble que dans l'émancipation, ça en fait partie, justement, de savoir travailler collectivement et faire parfois prévaloir les intérêts collectifs. Parce que sinon, effectivement, on tombe dans autre chose que de l'émancipation, et là, on est dans la libre entreprise de soi-même. Donc, voilà. Et donc, il faut réussir parfois à s'affranchir de ces normes intermédiaires. Des normes institutionnelles, non, c'est pas notre rôle. Alors, et parfois aussi, simplement, dans ce processus d'autorisation personnelle, les déclencheurs, ils sont multiples, hein. Parfois, on découvre des nouvelles orientations pédagogiques, des pédagogies qu'on connaît mal. Parfois, simplement, on a peur de s'autoriser parce que, par exemple, des dispositifs qui positionnent les élèves comme responsables de leurs apprentissages, ça peut faire peur sur le plan, par exemple, du bruit, par exemple, des déplacements dans la classe, ce genre de choses. Donc, il y a, à mon sens, un processus d'autorisation personnelle dans ces pédagogies-là. Je parle d'autorisation personnelle de l'enseignant aussi, mais qui est parfois du coup plus simple à faire collectivement que seul. Donc le collectif, parfois, il contraint, mais aussi il aide. Et dans l'émancipation, il y a une reconnaissance des autres aussi. Un grand merci, Guillaume. Coucou, je suis là. Bonjour Audrey. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci pour toutes ces lumières. Tu as allumé des loupiottes, je pense, un peu partout. Et j'avoue que je suis une privilégiée parce que j'ai la chance de travailler avec toi dans le cadre de la communauté coopération. Donc, en fait, avec Jérôme, nous travaillons avec Guillaume pour cette communauté et très rapidement, je pense que c'est bientôt, Guillaume sera avec nous sur la prochaine session. Donc, si vous voulez continuer la réflexion, notamment par rapport aux éléments sur la coopération, travail d'équipe, travail en groupe, tutorat, aide, voilà, tout ceci est au cœur de notre réflexion. Et encore une fois, Guillaume, on est chanceux de pouvoir te compter avec nous sur des événements MLF et puis avec nous aussi régulièrement puisqu'on te contacte assez souvent, on va dire. Donc, un grand merci. C'est un plaisir de travailler avec toute l'équipe là. Ouais, c'est génial et voilà, on est vraiment chanceux.